Donc, je me présente rapidement. Je suis Christophe Pérusse, donc je suis le directeur technique d'Extrémité. Et on a l'honneur aujourd'hui de faire un webinaire avec nos confrères et notre partenaire, surtout VED, alors Vadé Secure, ils vous expliqueront tout ça. Je vais laisser Caroline et Simon se présenter à leur tour. Merci Christophe. Bonjour à tous. Donc moi, Coraline, donc Coraline Vergotte, je travaille chez Veid. Et effectivement, avant on s'appelait il y a eu Vadé Rétro, Vadé Secure et maintenant c'est Veid. Moi je suis commerciale channel, c'est-à-dire que je suis en charge des partenaires, de la relation avec les partenaires tels que Extrémité. Voilà, je les accompagne sur le côté commercial et voilà, je présente avec eux les solutions. Voilà, donc si vous avez des questions, notamment pour les questions commerciales, je pourrais y répondre. Donc, comme l'a dit Christophe, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et pour ma part, je travaille en binôme avec Coraline, en fait, sur la partie technique. Je suis ingénieur avant-vente chez Veid et mon rôle, c'est d'accompagner les partenaires et les clients concernant les aspects techniques de nos solutions. Et l'idée d'aujourd'hui, ça va être de vous remonter des informations qui viennent du terrain, parce que je suis amené à être en contact avec les clients finaux, avec les partenaires directement, et donc il y a énormément de menaces qu'on voit tous les jours, et l'idée, c'est de vous donner une visu sur tout ça. Merci Simon. Alors, Extrémité, nous avons comme ambition de faciliter les transformations numériques auprès de nos clients. Extrémité, rapidement, hein, Extrémité existe depuis 20 ans. On a fêté notre 20e anniversaire. Malheureusement, on aurait bien voulu vous accueillir, pas faire la fête, mais voilà, vous accueillir, se voir. Ça n'a pas été possible avec le Covid, mais ce n'est que partie remise, je pense. On arrivera bien à faire ça un jour. En tout cas, c'est bien parti. 30 collaborateurs passionnés, 650 clients sur les Hauts-de-France, on va dire. Donc, Extrémité, on rayonne dans les Hauts-de-France avec une agence à Arras et une agence à Amiens. Et on a une offre transversale. On propose du réseau, de la sécurité, des télécoms, mais aussi, et vous allez le voir ensuite, des choses annexes autour des logiciels sales, notamment de la gestion d'entreprise. Quelques références clients, on n'a pas mis nos 650 clients, mais quelques références clients qui sont, on va dire, connues dans les Hauts-de-France. Hein, vous connaissez quelques sociétés, quelques belles réussites de la région, des sociétés un peu plus modestes, mais des sociétés, on va dire, ce sont toutes des PME de la région. Voilà. Nos expertises nos expertises à Extrémité, on en a plusieurs. On en a 7, donc autour de la sécurité informatique, c'est le grand thème aujourd'hui. Hein. VED est un partenaire important et depuis longtemps d'Extrémité. Et effectivement, ils ont une offre de sécurité dont ils vous parleront ensuite. Mais effectivement, on a un certain nombre de cordes à notre arc et on travaille avec différentes sociétés. Le réseau informatique, hein, la messagerie d'entreprise, le travail collaboratif, les réseaux, l'interconnexion de sites, les VPN, voilà. Tout ça, c'est des choses que l'on maîtrise bien, toujours en essayant de faire quelque chose de très, très sécurisé, en tout cas le plus sécurisé possible en fonction des budgets alloués à ça. Les télécoms, vous nous connaissez peut-être aussi pour les télécoms. On fait de la téléphonie sur IP, uniquement de la téléphonie sur IP, hein, pas de la téléphonie classique qui a tendance à disparaître, avec des solutions de communication unifiées, notamment avec un éditeur qui s'appelle 3CX, et qui permet, on a fait souvent des webinaires là-dessus. C'est quelque chose qui a pris tout son envol, pardon, ces derniers mois, ces dernières années, puisque effectivement, c'est des solutions qui sont parfaitement adaptées au télétravail et au confinement. Le cloud, on peut héberger certaines solutions, qu'ils soient solutions du marché ou solutions métiers ou solutions self-développées. Enfin, voilà, on a une offre d'hébergement pour vos serveurs d'une manière sécurisée, encore une fois, et mutualisée.
La gestion qui est un autre pan de nos offres, où là, effectivement, c'est une offre complètement différente on intervient enfin, on installe et on configure des logiciels et on vous forme sur les logiciels de comptabilité, gestion d'entreprise, gestion commerciale, RH, etc. Le développement spécifique sur mesure, on est capable de développer soit des applications, soit des add-ons, ce qu'on appelle des add-ons autour des logiciels de gestion, soit effectivement des choses en partant d'un cahier des charges, en partant d'une feuille blanche. Et enfin, extrémité digitale, on développe du site web, soit du site web communautaire, soit du site web qui va être avec du front office, du back office, du référencement naturel ou pas. Enfin, voilà, on vous accompagne sur toute cette transformation numérique. Donc, vous voyez, on a quand même 7 domaines d'expertise et quelquefois, on travaille avec des clients sur un seul domaine ou alors sur plusieurs. Voilà. Si je reviens un petit peu sur les réseaux informatiques, ce qui me concerne directement, hein, donc on a travaillé avec un certain nombre de partenaires qui sont, alors on n'a pas tout mis, mais effectivement on a mis les plus importants. 3CX, j'en ai parlé tout à l'heure pour la téléphonie, Kaspersky pour les antivirus, Stormfield qui sont assez connus aussi sur la partie firewall et excusez-moi, hop, j'ai oublié de couper mon portable. Donc je disais oui, qui est 3CX sur la partie téléphonique, Stormfield sur la partie firewall, VED, voilà. Et Extrémité, on est assez fiers d'avoir été labellisé expert cyber, qui est une certification assez récente. Vous en avez sûrement entendu parler peut-être aux informations. C'est sur cybersurveillance.gouv.fr, où effectivement une société ou une entreprise, une collectivité locale qui a besoin de conseils ou suite à avant un incident, c'est-à-dire, on va dire, un audit de sécurité, une analyse de risque, ce genre de choses, ou alors malheureusement une réponse sur incident, c'est-à-dire qu'ils se sont fait hacker. On est capable d'intervenir, on est certifié là-dessus et il y a un certain nombre de normes qui sont, voilà, si vous voulez plus de renseignements, on vous renseignera avec plaisir. Mais vous vous connectez sur le site cybermaviance.gouv.fr qui est un site gouvernemental et vous en saurez beaucoup plus. Voilà, je laisse la parole à Simon. Merci Christophe. Alors, je vais partager mon écran à mon tour. Hop. Et je vais en fait laisser la main à Coraline sur la présentation de Veid. Et ensuite, je reprends la main. Merci. Donc rebonjour à tous. Donc effectivement, on va commencer avec la présentation de Veid pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis ensuite, Simon rentrera dans le vif du sujet en vous parlant un petit peu des différents types de menaces qui transitent via l'email. Donc Veid, on est, malgré notre nom maintenant qui sonne un petit peu anglais, on est une société 100% française. On existe depuis 2004, hein, ça fait plus de 15 ans. Et nous, on est vraiment spécialisé dans la sécu mail. On est ce qu'on appelle un pure player, hein, on fait que ça. Voilà, et on est maintenant un acteur majeur au niveau de la cybersécurité parce qu'on protège 1 milliard de boîtes mail dans le monde. Pour vous donner une idée, on est 3 éditeurs à avoir une si grosse base installée et Google, c'est 1,7 milliard. Donc, comme je disais, nous, on protège les boîtes mail. Pardon, il y a ma Google Home qui m'a entendu. On protège les boîtes mail et donc c'est notre propre technologie qu'on a développée en interne. Voilà, il faut savoir que c'est du 100% fait maison. Donc, comme on le voit là sur la slide, il y a 70% de nos effectifs qui sont en R&D. Là, on le voit pas, mais on a des bureaux un petit peu partout dans le monde, ce qui permet de faire ce qu'on appelle un follow the sun, d'être assez réactif, d'avoir des personnes disponibles en fait au support technique en 24/7 et en français, et aussi d'avoir des personnes pour mettre à jour notre filtre. Parce que notre filtre est mis à jour automatiquement, il y a de l'intelligence artificielle qui travaille, et parfois ça nécessite des interventions humaines.
Donc 1 milliard de boîtes mail protégées, comme je disais, c'est un chiffre qui est important parce que ça va nous permettre d'avoir vraiment une vision globale des flux de messagerie à travers le monde et aussi des menaces. C'est un petit peu, parfois je fais le parallèle avec Waze. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent Waze sur son téléphone. Donc Waze, c'est précis, ça nous dit quand il va y avoir des bouchons, quand il va y avoir des travaux, à quelle heure on va arriver. Pourquoi c'est précis? Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui s'en servent sur leur téléphone et qui remontent des informations. Nous, c'est un petit peu la même chose, mais à plus grande échelle et au niveau de la cybersécurité. Donc, ce milliard de boîtes mail protégées, on le protège à travers 2 marchés. Donc, le premier marché qu'on voit à gauche, c'est le marché des fournisseurs d'accès Internet. Donc, on travaille avec tous les fournisseurs d'accès Internet en France, Free, Orange, SFR, Bouygues Télécom. Le plus gros fournisseur d'accès Internet aux États-Unis, British Telecom en Angleterre, les 3 principaux fournisseurs d'accès Internet au Japon. Voilà, donc c'est un marché qui va être important en termes de volume de boîtes mail protégées et qui va nous permettre de bien connaître les menaces. Donc, parfois, quand je dis ça, peut-être vous vous dites ah bah moi j'ai une boîte mail perso free, je reçois du spam, bon bah il y a du Vadesecure dedans, c'est que le filtrage doit pas être terrible. Faut savoir que nous on vend le filtre aux fournisseurs d'accès Internet. Eux après mettent le niveau de filtrage où ils veulent et ils sont là pour délivrer des emails. Ils peuvent pas se permettre de vous bloquer des mails légitimes, donc ils mettent toujours le niveau de filtrage plus bas que nous ce qu'on fait auprès des clients finaux. Et donc le deuxième marché qu'on adresse, c'est justement celui donc des clients finaux qu'on adresse avec nos partenaires tels que Extrémité. Donc là, on a mis quelques références. On peut voir que nos clients, ça va d'une boîte mail à plusieurs dizaines de milliers de boîtes mail et dans tous les secteurs d'activité, dans le secteur public, dans le secteur privé, parce qu'il faut savoir que les menaces qui transitent par l'email, c'est une problématique qui touche vraiment tout le monde. Voilà, un taux de renouvellement de 92%. En général, nos clients sont assez contents, ils renouvellent d'une année à l'autre. Et on a pas mal de brevets aussi, 11, mais je pense, Simon, tu me corrigeras que ça a changé, que maintenant on en a 15. Vous pouvez voir si vous tapez Vadesecure sur Google Patente. Voilà, comme je disais, c'est vraiment notre propre technologie et voilà, c'est du développé en interne. Voilà, Simon, je te laisse compléter sur la société si tu veux, et puis sinon, je te laisse continuer. Tu as tout dit, Coraline. Merci beaucoup. De rien. Allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, c'est de partir sur deux étapes, en fait, hein, deux parties, du coup, dans la présentation. La première, c'est de vous donner du feedback qui vient du terrain, donc des exemples, des vrais exemples d'attaques qu'on a vus. On a la chance, hein, comme l'a dit Coraline, d'avoir 1 milliard de boîtes mail, donc ça nous donne un radar de menaces assez important, une analyse en temps réel continue. Donc on a quand même la prétention de dire qu'on a un œil assez averti sur les nouvelles menaces qui arrivent. Et on voit aussi, c'est intéressant parce qu'on voit comment les hackers, ils s'adaptent en fait à l'actualité et comment ils font évoluer leurs attaques en permanence. C'est toujours le jeu du chat et de la souris pour passer au travers les protections. Et donc, nous, notre mission, c'est de mettre en place de nouveaux mécanismes tout le temps, d'innover en permanence pour bloquer ces nouvelles menaces. C'est la raison pour laquelle on a des brevets, on innove, on développe des nouvelles technologies uniques que vous ne retrouverez pas chez d'autres éditeurs. L'objectif, voilà, c'est de vous expliquer tout ça dans cette première partie. Et la deuxième partie, c'est vous donner une vision sur les menaces telles qu'elles pourraient évoluer sur le reste de l'année, sur le deuxième semestre. On a en fait interrogé tous nos collègues chez Veil, donc mes collègues qui sont sur le SOC. Donc le SOC, c'est les équipes qui travaillent 24/24, 7 jours sur 7, qui se relaient sur nos différentes agences et qui veillent en permanence sur toutes les dernières menaces, qui mettent à jour les filtres. Donc eux, ils sont vraiment opérationnels à 100%. Ils voient vraiment les nouveaux mails arriver, les nouvelles attaques. On a demandé aussi à nos commerciaux, nos avant-ventes, notre service support, etc., de donner en fait leur avis sur quelles sont les menaces qui risquent d'augmenter significativement, quelles sont les nouvelles tendances qui vont arriver. Voilà, on va vous donner cette vision-là aussi. Et puis à la fin, on se gardera un petit peu de temps pour des questions et réponses. Donc vous avez le chat pour les poser. Si vous voulez les poser au fur et à mesure de la présentation, pas de souci, allez-y. Si on a le temps, on essaiera de les adresser entre deux. Voilà, en tout cas,
l'objectif, c'est de vous partager tout ça. Allons-y pour la première partie. Quelques chiffres déjà pour commencer. On va vous parler d'email essentiellement aujourd'hui, hein, parce que c'est notre cœur de métier. En quoi c'est intéressant pour vous? C'est parce que l'email, ça reste le vecteur numéro 1 de toutes les cyberattaques. C'est le vecteur le plus utilisé. Et ça, c'est pas que nous qui le disons, hein, c'est aussi toutes les études. Ici, on en a pris une parmi tant d'autres. C'est celle du CESIN, qui est une association qui regroupe des DSI en France. Et donc, elle vous explique, cette étude, que la plupart des attaques utilisent des techniques telles que le phishing et le spear phishing. Donc, on va usurper l'identité d'une marque ou d'une personne dans ce type d'attaque-là. Des fraudes au président et des malwares et des ransomware. Et ces attaques-là, le vecteur numéro 1 de propagation, bah, ça reste bien évidemment l'email. Maintenant qu'on a dit ça, si on fait un petit peu on regarde une rétrospective un peu sur l'évolution des menaces telles qu'on a pu le voir, nous, chez Veid, depuis plus de 15 ans, on est sur la protection email. Donc, voilà, on a quand même une bonne vision de comment les attaques ont évolué. Donc, si on regarde un petit peu comment ça a évolué, on est parti à l'époque du spam. Avant, bah, notre mission à l'époque, il y a de nombreuses années, c'était de bloquer le spam. Parce que c'était la problématique à l'époque. Donc le spam, des publicités pour des choses illicites, pour la vente de Viagra, les trucs classiques, les sites de rencontres, etc. Donc des choses qui n'étaient pas cœur business, qui n'étaient pas des enjeux stratégiques pour les entreprises, qui étaient plus une gêne à l'époque. Voilà, le but c'était de traiter cette gêne, mais ce n'était pas critique. Ensuite, on a commencé à voir les premières attaques arriver par email. Ceux qui envoyaient du spam, en fait, se sont dit, bon, comment on fait pour gagner un peu plus d'argent? Et ils ont commencé à essayer d'arnaquer ceux qui recevaient leurs emails. On a eu les premiers faux héritages de votre tonton africain qui peut vous donner une partie de son héritage, mais il faut l'aider à rentrer en France en lui versant un virement en Western Union, etc. Donc des choses un peu grossières, mais ça commençait, voilà, à changer un peu, changer leur fusil d'épaule. Les premiers virus à base de macros aussi ont fait leur apparition. Ensuite, on a eu des attaques plus évoluées. Donc là, on est plus dans l'époque récente, hein, ces dernières années, 2015, 2016, 2017. Les premiers ransomware, Loki, etc. Du phishing envoyé en masse, donc des phishing, donc des mails qui contiennent des liens qui vont essayer d'emmener l'utilisateur sur un site qui usurpe une marque, une banque, PayPal ou du Netflix ou autre pour récupérer les logins mots de passe. Voilà, donc on a commencé à voir ça, mais c'était des volumes assez massifs. Et maintenant, la tendance, elle est crescendo depuis ces dernières années, à avoir des attaques qui sont de plus en plus faibles en termes de volume et de plus en plus élaborées. Donc ces attaques, elles ont du dynamisme à l'intérieur. Les expéditeurs d'emails, ils changent tout le temps. Les IP d'expédition, elles changent tout le temps. Les sujets, ils changent. Le contenu de l'email change. La pièce jointe aussi. Ça rend, l'idée en fait, hein, derrière, c'est le jeu du chat et de la souris. Hein. Ça rend le blocage de ces mails-là beaucoup plus complexe pour nous, éditeurs de cybersécu. Alors face à ça, les éditeurs de cybersécu ont plusieurs technologies qu'ils peuvent mettre en œuvre. Mais chacune de ces technologies a un certain nombre de limites. Hein. Il y a la technologie d'utiliser de la réputation IP. La réputation IP, l'idée, c'est de se dire, on va essayer de répertorier toutes les IP malveillantes et une fois qu'on les a, c'est bon, on saura bloquer les emails malveillants. Donc ça marchait bien à l'époque quand les attaques n'étaient pas très dynamiques. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on a des attaques qui utilisent de vrais comptes de messagerie piratés pour envoyer des attaques. Donc l'IP d'expédition, si vous avez un compte par exemple Microsoft 365 piraté ou un compte Exchange sur un site qui a son propre Exchange, les IP que vous allez utiliser, c'est des vrais IP, hein, ce n'est pas des IP qui sont encore connus à ce moment-là comme étant malveillantes. Donc vous allez passer au travers ce genre d'attaque. Pour vous donner un exemple, j'ai vu aussi des plateformes AWS, Amazon Web Service, qui est le service le plus utilisé au niveau du cloud, hein, utilisé pour juste envoyer une attaque.
Donc les attaquants, ils n'hésitent plus à monter des infras complètes. On avait vu sur cette attaque-là 10 000 machines virtuelles montées pendant quelques secondes. Chacune avait une durée de vie de quelques secondes. La machine virtuelle était montée, elle envoyait un mail et elle était voilà, désactivée juste derrière. Donc l'IP d'expédition était différente à chaque fois et l'IP appartenait à Amazon. Donc du coup, celui qui essaye de répertorier toutes les IP, il est toujours en retard parce que le temps qu'il mette à jour sa base d'IP, il est trop tard, l'attaque est passée. Et puis on ne peut pas se permettre de bloquer tout AWS non plus, parce que sinon, derrière, ça fait des dégâts. Il y a d'autres difficultés aussi avec les systèmes de signature. Les systèmes de signature, ce sont les systèmes qui visent à élaborer un hash numérique d'un email, un hash numérique de l'email dans son intégralité. L'idée, c'est de faire une empreinte de cet email parce qu'on sait qu'il est mauvais. Et donc, si on le revoit, on le bloque. Alors, c'est bien parce que c'est sûr à 100%. Si on renvoie le même email, on sera bloqué, ça c'est certain. Par contre, je vous ai expliqué juste avant, on voit des choses qui sont très dynamiques et le contenu des emails, il change. Pour vous donner encore un exemple concret qui vient du terrain, j'ai fait un POC il y a quelques mois avec une entité qui revend des voitures allemandes en France, une filiale d'un grand groupe allemand. Et donc, ils testaient la solution Veil pendant un mois de mémoire. Pendant ce test, ils ont reçu une vague de ransomware. Et cette vague de ransomware, ils ont reçu à peu près de mémoire, c'était 3000 emails sur 2 jours. Et dans ces 3000 emails, le client voulait qu'on regarde ensemble, qu'on décortique un peu l'attaque. Donc, c'était intéressant. Donc, il m'a appelé, on a regardé. Et on a décortiqué on a fait des stats en fait sur les mails. Et ce qu'on a vu avec lui, c'est qu'il y avait tous les 100 emails, il y avait tous les 10 emails, il y avait une IP différente utilisée pour envoyer l'email. Donc déjà, ça rebondit sur le fait que je vous disais, il bypass les systèmes de réputation IP. Tous les 10 emails, tous les 11 ou 12, on était dans ces mêmes ordres d'idées à chaque fois. Il y avait un expéditeur différent. Il y avait un sujet différent aussi. Et il y avait un contenu de pièce jointe différent également. Ce qui fait qu'à chaque fois, la signature aurait été de toute manière différente. Et nous, on a réussi à le détecter parce qu'on a d'autres mécanismes qu'on utilise qui permettent de bloquer ce genre de comportement. Le sandboxing également est arrivé ces dernières années pour contrer les menaces. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée, c'est un bac à sable. Le principe, c'est que le système de sécurité, avant de remettre le mail à l'utilisateur, il va le conserver en attente, en file d'attente. Et il va prendre la pièce jointe, il va l'exécuter dans un bac à sable. Ce bac à sable, c'est une machine virtuelle qui simule le poste de travail d'un utilisateur. Et l'idée, c'est de scruter, de regarder si sur ce bac à sable, il va y avoir un élément suspect qui va se déclencher. Est-ce que la pièce jointe, quand elle va se lancer, le fichier Excel, par exemple, il va essayer de télécharger quelque chose? Est-ce qu'il va essayer d'installer quelque chose sur le poste de travail, etc. Donc, c'est bien dans l'idée. Il y a quelques limites, c'est que ça peut retarder l'arrivée de l'email de plusieurs minutes, voire jusqu'à une demi-heure, 1 heure. Ça dépend le type d'attaque, ça dépend la technologie utilisée. C'est la première chose. Et deuxième chose, c'est pas infaillible. Il y a des systèmes, il y a aujourd'hui des plateformes sur le darknet de ransomware as a service. Et sans être un expert, vous pouvez louer des ransomware. Vous allez payer pour avoir une attaque que vous allez pouvoir envoyer sur des cibles que vous désignez. Et ces ransomware sont élaborés pour détecter les machines virtuelles. Et donc, s'ils se rendent compte qu'ils sont en train d'être exécutés dans un système de bac à sable, vont essayer de rester en sommeil. Donc, il y a un certain nombre de limites. Notre approche, en fait, elle est restée un peu dans l'esprit de l'époque. À l'époque, quand on a commencé à développer bien sûr, il y avait plein d'évolutions, mais à l'époque, quand on a commencé à développer le moteur Veil, c'était pour bloquer du spam, comme je vous le disais. L'idée, c'était de détecter un envoi d'email compromis. Et on a pris le parti d'utiliser des techniques différentes. On a fait une approche comportementale. L'idée, c'est de se focaliser énormément sur les entêtes de l'email, les entêtes techniques. Où est-ce qu'a été fabriqué l'email? Comment elle a été constituée? De quel logiciel il prétend avoir été bâti? On va essayer de détecter des incohérences dans ces entêtes et on essaie de détecter des incohérences dans le contenu
dans la pièce jointe, dans les URL. Je vais vous expliquer après en détail comment on procède pour bloquer notamment les attaques les plus dangereuses, malware, phishing et spear phishing, qui sont les 3 attaques aujourd'hui qui font des dégâts et sur lesquelles il y a énormément de questions, énormément d'attentes, et c'est normal. Donc l'idée, c'est de vous montrer sur chacune de ces attaques des retours du terrain, les attaques qu'on a vues récemment, et vous montrer ce qu'on peut utiliser pour bloquer ça, quelles sont les meilleures techniques à utiliser, et parmi celles-ci, il y en a qui sont utilisées par Veid. Donc je vais vous expliquer tout ça. Commençons par le phishing. Le phishing, donc l'idée, c'est d'emmener l'utilisateur sur un email, un site malveillant, soit en utilisant une URL directement dans l'email, soit en utilisant une URL qui est encapsulée dans une pièce jointe contenue dans l'email, ou dans un fichier type OneDrive, qui va lui, OneDrive, SharePoint, Dropbox, etc., qui va lui emmener l'utilisateur sur un fichier qui lui contient cette fois le lien vers le site web de phishing. Donc il y a plusieurs techniques. Et ce qu'on a vu vraiment, vous vous en doutez, sur l'année 2020, vous l'avez peut-être constaté aussi sur l'année 2020 et début 2021, c'est vraiment une adaptation au contexte Covid. On a vu énormément d'attaques liées au coronavirus, des attaques de phishing type des faux prêts garantis par l'État ici qu'on peut voir. Ça, c'est des attaques qu'on a vues qui sont remontées sur notre SOC, les équipes qui supervisent le filtre en temps réel. On a vu, donc vous voyez, parfaitement en français, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est parfait. Puis il y a un lien après qui emmène l'utilisateur vers un faux site du gouvernement. On a vu des faux traitements, des fraudes traitements Covid. On a vu aussi des fausses donations. Là, l'idée, c'est un peu moche, mais l'idée, c'est de se faire passer pour l'OMS et de demander des virements en Bitcoin pour faire des dons. Alors là, pour le coup, le fait que ce soit en Bitcoin, ça peut mettre la puce à l'oreille à celui qui reçoit ça, mais ça marche. Le fait est que ça marche, malheureusement. On a vu aussi ce type d'email avec des faux traitements, oublier le vaccin pour le coronavirus. Voilà, donc ça rend la tâche difficile parce qu'il faut s'adapter tout le temps. Ils font évoluer leur méthode. Ils passent d'envoi classique à des choses qui sont liées au contexte. Ici, dans cet email, par exemple, on a juste une image. Il n'y a pas de texte, c'est juste une image et il y a un lien. Voilà, c'est tout ce qu'on a, nous, éditeurs de sécurité, pour réussir à bloquer. Donc, il va falloir avoir des techniques pour bloquer ça. Il n'y a pas de texte qui dit cliquez ici rapidement, c'est un mail de votre banque, vous devez changer de login mot de passe, etc. Des choses un peu grossières. Ici, ce n'est pas le cas. On est sur quelque chose d'un peu plus vicieux. On a vu vraiment un switch des plateformes utilisées habituellement pour envoyer des mails de phishing type faux colis, des faux colis que vous devez aller rechercher rapidement, des fausses notifications de sites de vente en ligne, voilà, des structures qu'on voit réelles habituellement chez des hackers. Ici, c'est un rapport de nos équipes du SOC qui ont fait des corrélations. Ils ont retrouvé des éléments techniques dans les entêtes similaires entre des envois ici en haut à gauche, type Mondial Relais, des systèmes de colis, avec des envois de type Covid-19. Idem avec ici du Leclerc, des envois type e-commerce, et on retrouve des similitudes avec des envois type du spam ou du phishing liés au Covid. Donc, on voit vraiment qu'ils savent clairement s'adapter. Ensuite, sur du phishing un peu plus qui cible un peu plus des marques et des systèmes que vous avez l'habitude d'utiliser directement, donc des systèmes type Microsoft 365, type des banques ou type du Netflix ou qui vont récupérer les logins mots de passe de l'utilisateur en sachant que l'utilisateur en général utilise le même login et mot de passe partout, donc ils vont pouvoir revendre ça sur le darknet et gagner beaucoup d'argent. On a vu vraiment une adaptation aussi du phishing sur ces marques-là. Ça peut être aussi du Amélie, le site de la caisse primaire d'assurance maladie. Ça peut être aussi il y a un peu tous les services.
On peut penser que c'est du Netflix ou de la Mélie, c'est détourné par rapport à du professionnel, mais comme je le dis, les logins et mots de passe sont utilisés partout par les utilisateurs, donc ça peut malheureusement avoir des répercussions aussi sur le monde professionnel. Ici, en l'occurrence, vous avez un phishing classique Microsoft pour récupérer les crédentials 365, et parmi ces deux sites web, vous en avez un qui est un site de phishing. Alors, pour le coup, vous n'avez pas l'URL, hein, c'est volontaire, parce que l'URL pourrait aider, mais dans le contenu de la page web, c'est impossible de déterminer quel est le bon site, hein. Ici, en l'occurrence, il est à droite et le site de phishing est à gauche. Donc, ça rend la tâche pour l'utilisateur un peu complexe, surtout que dans l'URL, en général, on a quand même du Microsoft. L'attaquant, il va héberger son site de phishing sur un site compromis, ou il va monter un site exprès pour l'occasion. Il n'hésite plus à investir et à monter des sites avec des vrais certificats HTTPS, hein, et qui contiennent dans l'URL, il y a Microsoft quelque part. Alors, OK, après, il y a un point quelque chose et un point, un domaine qui n'a rien à voir, mais un utilisateur lambda, on lui a dit vérifie s'il y a Microsoft dans l'URL. On lui a dit vérifie s'il y a le petit cadenas. Si c'est l'HTTPS, il y a le petit cadenas. Ben, lui, il a rempli les bonnes pratiques, hein. S'il va vérifier ça et que le site il a la même tête que le site légitime, ben, comment il fait pour détecter ça? C'est vraiment une question, c'est vraiment la question à laquelle c'est compliqué de répondre. Ben, ce qu'il faut, c'est que les outils ils soient en mesure de le détecter pour lui, parce que ça reste un humain. À un moment donné, il va mettre son login mot de passe, c'est sûr. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on utilise, sans rentrer trop dans le détail, on utilise des analyses, hein, en live des sites web qui sont derrière les URL contenus dans les emails, et on est capable de détecter des comportements suspects. Là, pour l'occasion, pour ce cas-là, ce qui se passe, c'est que le site web compromis, il fait des appels, ce qu'on appelle des chartes CSS, en fait, qui sont c'est une technique qui permet d'afficher du contenu graphique sur un site web. Ils font des appels CSS vers le site web de Microsoft. Donc, en fait, ils appellent le site web Microsoft pour afficher le même rendu. Et ça, c'est un comportement suspect que nous, on peut détecter avec un robot qui va analyser en temps réel la page et qui va dire, tiens, c'est bizarre, ce site web, il est hébergé sur un site différent de Microsoft, et pourtant, il fait des appels vers le site web de Microsoft réel. Et il essaye d'afficher en plus des logos de Microsoft. Enfin, c'est quand même étonnant. Et ça, c'est des éléments qui vont nous permettre de dire c'est suspect. Donc, il faut en aller jusque-là, hein. Il faut vraiment analyser en live les sites web pour être capable de déterminer si un email est néfaste et dangereux ou pas. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est pour récapituler et pour procéder étape par étape, c'est qu'on essaye systématiquement déjà de détecter une marque. Parce que qui dit phishing dit forcément marque. Parce que l'idée, c'est d'usurper une marque connue pour l'utilisateur. Comme on le disait, c'est la nature de cette attaque. Donc, pour détecter une marque, on a développé un algorithme qui s'appelle le computer vision. Il fait partie des brevets qu'évoquait Coraline. C'est une technologie unique que seul Veid utilise. Ce computer vision, c'est un algorithme qui est capable, sur une page web ou sur un email, de voir s'il y a un logo et de voir si ce logo ressemble à une marque connue. Le mot ressemble, il est important, parce que l'idée, c'est pas de se dire est-ce que c'est exactement le même logo, mais c'est de se dire est-ce qu'il ressemble. Pourquoi? Parce que les attaquants n'hésitent plus à ne pas mettre exactement le logo de la marque, parce qu'ils savent qu'il y a déjà des algorithmes chez les éditeurs de cybersécurité qui sont capables d'identifier les logos exacts. S'il y a exactement le logo Microsoft dans mon exemple, c'est suspect. Par contre, c'est plus compliqué de faire un algorithme qui va reconnaître un logo qui ressemble à Microsoft, mais pas tout à fait. Ils font exprès, les hackers, en fait. Ils vont mettre un logo sur la page web où il y a comment dire, une couleur légèrement différente. Dans l'email, il va y avoir un logo Microsoft avec une police de Microsoft légèrement différente. Le but, c'est que le robot ne soit pas capable de le détecter. Ben nous, notre computer vision, il est capable de faire des similitudes. Il est capable de voir ça. C'est là où il est intéressant. Nos algorithmes sont capables aussi de collecter les URL. C'est important parce que qui dit phishing dit à un moment donné URL. On va essayer d'emmener l'utilisateur sur le site web malveillant. Et nos algorithmes sont capables de collecter l'URL, qu'elle soit
dans l'email, parce que ça, c'était fait à l'époque. Les attaquants mettaient juste les URL dans les emails, mais c'est les jeux du chat et la souris. Ils les mettent plus systématiquement dans l'email. Maintenant, ils essayent de les cacher dans les pièces jointes, ou ils essayent de les mettre dans des fichiers hébergés chez OneDrive, chez Dropbox, tous les fichiers que vous pouvez utiliser pour partager avec des collègues ou des contacts extérieurs. Et donc, l'email en lui-même, dans ce type d'attaque, il va contenir un lien vers le fichier cloud, ou vers le OneDrive, par exemple, ou vers le Dropbox. Donc, le lien en lui-même, il n'est pas méchant, il n'est pas dangereux. C'est vraiment Dropbox qui est derrière, c'est vraiment Microsoft OneDrive qui est derrière. Donc, on pourrait penser qu'il est légitime, en tout cas, on n'a pas de quoi le bloquer. Bah, il faut aller jusqu'au site web partagé pour aller voir sur le fichier partagé, pour voir sur ce fichier partagé s'il n'y a pas des URL cette fois, qui, elles, envoient vers un site de phishing. Et ça, on est en mesure de le faire. On a un outil qui s'appelle EasyPhishing, en fait. D'ailleurs, on a un site web derrière qui est easyphishing.ai, qui est la vitrine de ce service, qui est capable, que je vous invite à aller voir à l'occasion, qui est capable de collecter les URL, qu'elles soient dans les fichiers en pièce jointe ou dans le fichier hosté, le fichier cloud. Et il est capable, cet algorithme, d'aller valider en live l'URL. Donc, il va aller l'explorer. Donc, en fait, quand vous avez du Veil, vous avez tous vos emails qui sont scannés, évidemment, par nos algorithmes, les en-têtes, comme je le disais, le contenu, tout est vérifié. Et au niveau des URL, on a un traitement vraiment spécifique où on va aller les collecter, qu'elles soient dans l'email, dans la pièce jointe ou dans le fichier hosté, et on va aller les vérifier dynamiquement. Et on a le computer vision qui va être capable d'aller voir s'il y a les logos. Et l'algorithme va être aussi capable de voir s'il y a une demande de login et mot de passe sur la page finale. Si le site web il est monté depuis peu de temps, si c'est de l'HTTPS, l'HTTP, ça c'est des choses qui sont assez classiques, mais ça peut aider. Si on a des appels de chartes graphiques différentes sur d'un autre site web, s'il y a des liens qui pointent vers... Voilà. Enfin, il y a énormément de caractéristiques. Et directement, en live, on va pouvoir donner un verdict et bloquer du coup des nouvelles attaques complètement inconnues. C'est ça vraiment qui est intéressant dans notre approche. Ici, vous avez un exemple d'attaque qui essaye de rendre moins visible le logo Microsoft en le mettant sur un fond bleu pour rendre la lecture du logo un peu plus difficile. Au niveau des malwares slash ransomware, donc chez Veil, on catégorise on a une grande catégorie, on regroupe toutes les pièces jointes malveillantes dans cette partie. On a vu une vraie explosion sur la partie ransomware avec pas mal de victimes, que ce soit des PME ou des grands groupes. On a vraiment de tout. Et ici sur le slide, vous voyez beaucoup d'organismes publics parce qu'ils sont obligés de communiquer, hein, c'est obligatoire. Au niveau de la RGPD, de la CNIL, on est obligé et de la RGPD, effectivement, on est obligé de communiquer quand on est victime de ce type d'attaque. Et on entend parler des grands noms, mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Il y a énormément d'entreprises qui se font malheureusement chiffrer et de nombreuses PME aussi, hein. Je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, on peut dire ça se tombe à côté. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Il y a environ 2 mois, oui, 1 mois et demi, 2 mois, il y a la mairie de Douai qui a subi un cryptovirus en fait, hein, donc toutes les données ont été chiffrées. Comme tu dis, ils sont obligés de communiquer les collectivités locales, enfin les mairies, etc. Mais ça va bien plus loin que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont des données personnelles et il faut n'importe quelle société a des données personnelles. Pensez un petit peu est-ce que vous n'avez pas les cartes d'identité ou les permis de conduire des salariés? Est-ce que vous n'avez pas peut-être des fiches de paye au format PDF, ce genre de choses, des RIB pour faire les virements? Voilà, vous les avez peut-être au format numérique. Et maintenant, les cryptovirus ne se contentent plus de chiffrer et puis demander une rançon parce que c'est un peu facile. Après, on reste sur les sauvegardes, hein. Extremity, on est bien placé. On dit il faut faire des sauvegardes. Il n'y a aucun système qui est fiable à 100%. Il faut faire des sauvegardes. Mais maintenant, ils exfiltrent les données avant de les chiffrer. C'est-à-dire qu'ils ont vos données. Et puis peut-être des données intéressantes. Imaginez ce que vous pouvez faire avec
avec juste un permis de conduire, vous pouvez ouvrir un prêt, usurper l'identité de quelqu'un. Donc effectivement, vous êtes obligé, la RGPD vous dit, la protection des données personnelles dit, si vous avez une attaque, il faut la déclarer à la CNIL. Vous avez 72 heures pour la déclarer, même si vous n'êtes pas sûr que ça soit exfiltré. Et le responsable d'entreprise est responsable des données des salariés qu'il a, des données personnelles des salariés. Donc c'est très très important de les protéger vraiment, peut-être les chiffres avant, les mettre dans des coffres-forts numériques, en tout cas les sauvegarder, mais c'est pas suffisant. Donc effectivement, et puis l'image de marque, hein, surtout, parce que si vous êtes obligé de communiquer, la mairie de Douai, notamment, j'ai vu un article sur La Voix du Nord, c'est pour ça que j'en parle, c'est pas secret, mais tout de suite l'opposition, c'est engouffré dedans. Est-ce que les données des Douaisiens sont bien protégées, quoi? Voilà, vous voyez un peu en période d'élection, ça peut faire très très mal. Voilà, c'est pour la petite anecdote. C'est vrai, merci pour ton anecdote, c'est intéressant. Ouais, donc c'est vraiment, ça concerne tout le monde. Personne n'est à l'abri. Et on a de nombreuses PME qu'on a rencontrées avec Coraline, avec nos partenaires, qui ont cette problématique-là. Ce qu'il faut noter, c'est que le process d'envoi d'un ransomware, la plupart du temps, commence par un email à un moment donné. La plupart du temps, c'est le process qui est utilisé. Ici c'est le process d'infection de Emotet, qui est un ransomware qui a fait beaucoup parler de lui au courant de l'année 2020 et sur début 2021. Où là, il est décrit par un site du gouvernement. Hein, si je dis pas de bêtises, ça vient de l'ANSSIS. Non, ça vient du CERT du Suisse. Oui, ça vient du CERT suisse, désolé pour la source. Donc, c'est un schéma qui explique comment c'est fait étape par étape. Hein. Donc, ça commence par un mail. Qui est donc très bien fait. Hein. L'idée, c'est de faire en sorte que la victime ouvre la pièce jointe. On va revenir sur comment ils font pour que la victime ouvre la pièce jointe, mais en tout cas, elle va l'ouvrir. Et une fois qu'elle l'a ouverte, cette victime, elle va activer les macros. Souvent, c'est un fichier Office qui est utilisé. Et c'est là où le process va se lancer, parce que le PC va rentrer en contact avec un centre de commande. Et c'est là où le CryptoLocker va être envoyé sur le réseau, va se propager. Il va y avoir aussi peut-être l'exfiltration de données, comme le disait Christophe, et puis toutes les données vont être chiffrées. Mais ce qui est intéressant, là où nous, on peut intervenir hein, chez Veil, c'est l'étape numéro 1. Avec Christophe qui est très bon sur la partie sécurité, il y a d'autres endroits où vous pourrez vous sécuriser parce qu'il y a d'autres éléments, il y a d'autres technologies qui vous permettent aussi de détecter sur place qu'il y a un logiciel qui est en train d'essayer de se propager sur le réseau, sur le poste de travail en lui-même aussi, vous pouvez intervenir. Il y a plusieurs endroits où on peut intervenir. Mais ce qui est important, c'est d'essayer d'agir à chaque étape. Et ce qui fait qu'à la fin, vous allez réduire votre surface d'attaque, vous allez réduire la probabilité de vous faire attaquer. Mais jamais vous pourrez être à 0% de risque. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Donc, il faut aussi avoir un système pour recouvrir ces données, les PRA, etc. Donc, il faut vraiment agir à la fois en amont, comment me protéger et comment remettre en place mon service si je me fais attaquer. Bref, une fois qu'on a dit ça, moi, ce que je peux vous donner comme feedback, c'est sur l'étape numéro 1. Là où nous, on intervient, c'est sur la partie mail, vraiment en amont. C'est là où on peut bloquer l'attaque. Nous, ce qu'on fait chez Veil, c'est qu'on va explorer toutes les pièces jointes contenues dans les emails. On a développé des parseurs. Un parseur, c'est un explorateur de code qui sont capables de vérifier le contenu des pièces jointes de manière brute, statique, dès la réception de l'email. Le principe, c'est qu'on a 3 parseurs en fait. On a un parseur générique qui est capable, par exemple, de visualiser ce qu'il y a dans des zips, dans des RAR, dans des fichiers compressés. On a un parseur spécifique pour les fichiers PDF qui va être capable de voir comment est constitué le fichier PDF. Est-ce que dedans on a des URL? Est-ce que dedans on a un autre fichier qui est encapsulé? Parce que le PDF, en fait, c'est vraiment génial. Pour les développeurs, c'est génial. On peut faire plein de trucs. On peut mettre des fichiers dedans, on peut mettre des scripts. Mais le revers de la médaille, c'est que les hackers s'en servent. Ils sont très bons techniquement et s'en servent pour encapsuler, par exemple, des scripts JavaScript, des choses comme ça qui vont se lancer à l'exécution du PDF. Notre explorateur de code, il est capable de voir tout ça et est capable de détecter du coup ces comportements suspects. Il est capable aussi, on a un parseur pour les fichiers Office
qui sont de loin le premier vecteur de propagation des malwares. Cette décompression cette analyse de fichier Office nous permet de voir si le fichier, il a été, par exemple, il y a énormément de règles, mais est-ce qu'il a été élaboré depuis un vrai logiciel Microsoft? Est-ce qu'il contient une macro? Est-ce que cette macro travaille réellement sur le document ou pas? Est-ce qu'elle cherche à se connecter vers l'extérieur? Et si oui, vers où? Ou est-ce qu'elle cherche simplement à masquer son comportement? Ça, c'est des choses qu'on voit très souvent. Par exemple, sur Emotet, dont je parlais tout à l'heure, on voyait des macros dans des fichiers Excel ou Word qui essayaient de cacher leur comportement. Elles essaient de masquer ce qu'allait faire la macro à l'ouverture. Il y a des techniques qui permettent de faire ça. Il y a des fonctions qui s'appellent les unes les autres. Et en fait, le système qui analyse ne comprend pas ce qui va se passer si la macro se lance. Donc, il n'a pas de quoi bloquer. Nous, en fait, notre approche comportementale fait que si on voit un email qui a ce type de comportement, dans une pièce jointe, il y a ce type de comportement, c'est un comportement suspect, recoupé avec la manière d'envoyer l'email, qui peut-être qui a aussi un comportement suspect, va nous permettre d'anticiper et se dire, cette attaque, on ne la connaît pas, on ne l'a jamais vue, ce type d'email, on ne l'a jamais vu. Cependant, il a un comportement suspect. Et on a bloqué, par exemple, de l'émotet comme ça, juste en sachant que c'était un comportement suspect, mais on ne savait pas, au moment où on l'a bloqué, que c'était émotet. On ne savait pas que c'était un ransomware, mais on savait que c'était un comportement malware. Comme vous pouvez le voir là, j'ai mis une capture en fait de notre produit, d'un de nos produits qu'on propose à nos clients, hein, qui était testé par une grande agglomération du sud-est de la France, hein. Je ne vais pas la citer, mais elle a été visée, cette agglomération, par Emotet durant le POC, durant le test de notre solution. Et ce qui s'est passé, c'est que le client utilisait Microsoft, Microsoft 365 et il était protégé par les technos Microsoft. Et il s'est aperçu que Microsoft a laissé passer cet email-là, alors que nous, on l'a détecté en malware. Et donc, il est aujourd'hui client, cette agglomération, elle est cliente de Veil. Et c'est de l'émotet. Là, c'est des logs. En fait, vous voyez l'expéditeur, le destinataire, hein, le sujet. Et ce qui est intéressant, pour rebondir sur le fait que je vous disais tout à l'heure, tout va être fait par l'attaquant pour que l'utilisateur ouvre l'email et clique sur la pièce jointe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emotet utilisait des rebonds sur des conversations. Ça, c'est une tendance qui est très intelligente et qui se voit beaucoup. Il rebondissait sur des conversations, c'est-à-dire que l'utilisateur recevait un email, soi-disant venant d'une personne avec qui il avait déjà communiqué, et sur un fil de discussion déjà entamé avec cette personne. En fait, cette attaque Emotet est préparée. Elle est préparée parce que l'attaquant, il a d'abord infecté une entreprise, il a récupéré tous les échanges de mails de cette entreprise avec l'extérieur, et ensuite, il va essayer d'envoyer de l'émotet à chacun de ses contacts distants. Il a les personnes, les expéditeurs qui communiquent avec sa future victime. Il a les fils de discussion et il va s'en servir pour envoyer un faux email rebondissant sur une conversation déjà entamée. Là, vous voyez, par exemple, on voit le destinataire, c'est sabine.r, donc là, il y avait le domaine de notre client, de notre futur client à l'époque. Et elle recevait, Sabine, un email venant de Élise D, l'expéditeur. Élise D, c'est une personne avec qui elle a déjà communiqué. Le sujet, c'était Métropole, impact crise Covid-19. C'était un sujet déjà évoqué avec Élise D. C'était un vrai fil de discussion et il y avait tout l'historique en dessous. Et en pièce jointe, on avait un rapport avec un nom qui s'appelait rapport 12-2020.doc et c'est tout. Il n'y avait que ça dans l'email. Donc forcément, l'utilisateur, en voyant ça, il a envie de cliquer, il a envie d'ouvrir, et c'est là où est le problème, en fait. Ensuite, dans les attaques émergentes, on a le spear phishing. Le spear phishing, ce sont des attaques qui utilisent des arnaques au président, des usurpations d'identité. Là, c'est vraiment la pêche, j'ai envie de dire, à la lance, quoi. On cible vraiment une entreprise précisément. On a préparé son attaque. On s'est renseigné. On sait quel est le PDG, par exemple. On sait qui fait partie du comité de direction.
Pour une agglomération, on sait qui est la DGS, par exemple, le directeur général des services, le ou la DGS. Bref, on s'est renseigné et on va tenter d'usurper cette personne pour manipuler quelqu'un dans l'entité. Donc, ce que va faire l'attaquant, c'est qu'il va usurper quelqu'un. Il va aussi, dans son email, ne mettre aucun contenu malveillant pour passer en dessous des radars. Il n'y a pas d'URL, il n'y a pas de pièce jointe, il y a juste du texte. Est-ce que tu es là, par exemple? Puis après, on va entamer une conversation et après, on va discuter, on va essayer de faire réaliser un virement, par exemple, ou faire envoyer des informations sensibles, pour pouvoir exfiltrer des informations. Ou récupérer son login et son mot de passe en lui demandant, voilà, des choses de ce type, en se faisant passer pour le service informatique. Et il y a des demandes, forcément, dans le contenu d'email, il va y avoir des demandes d'urgence, des demandes d'action. Et tout ça, c'est très peu de choses pour nous, éditeurs de sécurité, pour pouvoir le détecter. Mais on va essayer d'utiliser à fond ces deux éléments, hein, l'expéditeur et le contenu de l'email. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on répertorie en fait vos adresses mail en interne, les différents contacts, les différents noms et prénoms. Et si on s'aperçoit qu'il y a une personne chez vous qui reçoit un email provenant d'un de ses contacts avec qui il est susceptible de communiquer habituellement, et qu'en plus, dans le contenu de l'email, il y a des demandes à caractère sensible. On a un algorithme spécifique là-dessus, qui fait partie aussi des technos brevetés par Veil, qui va analyser le contenu de l'email. Et si on a des phrases de type réaliser des virements, une mise de pression, etc., ben c'est là où notre détection va s'enclencher et on va alerter l'utilisateur donc des bannières en français ou en anglais, hein, ça dépend de la langue de l'utilisateur qui reçoit ça. On va l'alerter. Alors, à la différence du phishing et du malware qui sont bloqués en amont, le but c'est de pas laisser ça dans la boîte de réception de l'utilisateur. Là, on alerte parce que sur ce genre de comportement, on est sur quelque chose qui est dans une zone grise. On ne sait jamais, ça peut déclencher sur un mail légitime. Donc, on préfère alerter l'utilisateur avec une énorme bannière pour le mettre en vigilance, lui demander de contacter son service informatique. Mais voilà, vraiment le mettre en veille sur ce type de comportement qui pourrait être suspect, qui pourrait être une vraie attaque. Ensuite, on a fini sur la première partie avec des exemples d'attaques et quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour se prémunir de ces attaques-là. On va regarder un petit peu les tendances qui ont été dégagées par nos différents collègues chez Veil. Ce qu'on pense voir de plus en plus sur cette deuxième partie 2021, c'est ce que j'évoquais avec Emotet, qui a très très bien marché. C'est le fait, ce qu'on appelle le terme anglais, le terme officiel, c'est le thread hijacking. C'est le fait de détourner des conversations. Le principe, comme je l'expliquais avec Emotet, c'est que l'attaquant, il infiltre d'abord une entreprise, il exfiltre toutes les conversations de cette entreprise avec l'extérieur. De là, il a les fils de discussion, il a les contacts. Et il va ensuite attaquer les contacts en réutilisant en fait ces fils de discussion, avec les mêmes sujets, les mêmes expéditeurs. Voilà, il reproduit tout ça. Et donc, ceux qui reçoivent les mails ont tendance à ouvrir les pièces jointes, malheureusement. Ça met en confiance le destinataire et il a tendance à ouvrir la pièce jointe, il a tendance à cliquer sur les URL, etc. Donc ça, c'est une tendance qu'on pense qui va ne faire que s'accroître. Pourquoi? Parce que ça marche très très bien, c'est rentable pour les attaquants et donc ça va continuer. Ce qu'on va voir aussi de plus en plus, c'est des attaques s'appuyant sur des images distantes. On en a vu beaucoup avec le Covid. Ça marche très bien. Ici, un autre exemple, un email qui contient juste un lien en fait dans l'image. Il y a un lien derrière, hein, c'est de l'HTML. Donc, si on clique sur l'image, on est emmené sur le site web et il n'y a pas de texte du coup. Ça rend l'analyse compliquée, hein. Ça ne nous aide pas. Donc, ce qu'on a développé chez Veil, toujours le jeu du chat et de la souris, c'est qu'on a de l'analyse d'image. On a de l'OCR. L'OCR, c'est une technologie qui permet d'extraire le texte d'une image. Et on va être capable, du coup, à partir de là, de comprendre ce que veut dire le texte et ça peut nous aiguiller. C'est pas 0 ou 1, c'est pas un texte qui permet de bloquer, mais c'est un des éléments d'analyse
qui permet d'aider à dire c'est un phishing, c'est pas un phishing, c'est un, voilà, c'est un spam, c'est pas un spam, etc. Donc nous, on fait de l'OCR pour se prémunir contre ça. Les comptes compromis aussi sont de plus en plus utilisés. On en voit énormément des comptes, de vrais comptes Microsoft 365, de vrais comptes de tout type de services, des vraies boîtes mail, des vraies entreprises hackées qui vont ensuite, comment dire, leur serveur de messagerie va être détourné pour envoyer des attaques à leurs contacts directement. Et ça passe en dessous des analyses IP, comme je le disais. Ça peut aussi, l'attaquant, ce qu'il peut faire, c'est utiliser, là on comprend mieux, les systèmes de partage de fichiers dans l'entreprise pour héberger des attaques. Comme je le disais, on peut utiliser, si vous piratez un compte Microsoft 365, bah vous avez le OneDrive de Jean Dupont, bah super, vous pouvez mettre sur son OneDrive, qui est le vrai site légitime Microsoft, votre attaque de phishing. Là, on voit, on a un formulaire de phishing directement sur le vrai OneDrive Microsoft, avec une récupération de l'adresse email et du password. Et l'URL qui est en haut, ben on va la mettre dans un mail qu'on va envoyer à ses cibles. L'URL, elle est propre parce que c'est du vrai onedrive.live.com, donc c'est du vrai Microsoft qui est derrière. Donc ça va rendre l'analyse difficile, ça a tendance à passer. Donc il faut aller explorer les URL dynamiquement et vérifier si derrière on n'a pas des liens, on n'a pas directement des formulaires. Il faut faire ça pour se protéger. Et il va falloir le faire de plus en plus. On voit aussi beaucoup de ciblage des attaques de type spear phishing que j'évoquais tout à l'heure, où c'est juste du texte, on essaye de manipuler l'utilisateur. La langue, elle va vraiment s'adapter. Avant, on voyait dans ce type d'attaque beaucoup d'anglais, parce que c'est des attaques envoyées en masse, et l'anglais étant l'attaque la plus utilisée, pardon, la langue la plus utilisée à travers le monde, ben, les attaquants, ça ne s'embêtait pas trop, ils faisaient l'anglais. Ça se personnalise de plus en plus, et on voit maintenant des attaques vraiment ciblées, français pour la France, l'italien pour l'Italie, etc., etc. Donc, il est important pour nous, les éditeurs de sécurité, d'adapter nos algorithmes à la langue locale. Bon, on a un avantage chez Veil, c'est que le français, étant français, on le maîtrise très bien, donc on a tendance à très bien bloquer forcément ce type d'attaque en France, là où des éditeurs américains ont un peu plus de difficultés. Voilà, ça peut être dû à cette problématique de langue. La cinquième tendance, c'est, vous avez peut-être entendu parler de SolarWinds, de la faille SolarWinds qui a été exploitée pour ensuite attaquer des entreprises qui utilisent le système SolarWinds. SolarWinds, c'est un outil utilisé par des milliers d'entreprises à travers le monde, qui est un service dans le cloud, en fait, un logiciel dans le cloud. Salesforce aussi a été visé par des attaques. Storm Shield aussi a été visé par des attaques. Et l'idée, en fait, des attaquants derrière, c'est de faire des rebonds. Une fois qu'ils ont pénétré ces systèmes-là, ils vont ensuite cibler la base client de ces entreprises. SolarWinds, le but, c'était ensuite d'espionner les entreprises utilisatrices de SolarWinds. Tant que la faille n'avait pas été corrigée, pendant un an, je crois, pendant en tout cas des mois, les hackers récupéraient tous les échanges, tout ce qui se passait dans l'entreprise. Bref, ils avaient un pied dans toutes les entreprises qui utilisaient du SolarWinds parce qu'il y avait une faille sur le logiciel, donc on pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait écouter tout ce qui se passait. Ça, c'est une tendance qui va se matérialiser de plus en plus. On veut viser on veut collecter des informations, on va utiliser un rebond, on va utiliser un service dans le cloud utilisé par l'entreprise. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer, nous les éditeurs de sécurité, quand on protège une entreprise, d'essayer d'être en dessous des radars, de ne pas être visible au maximum. On a par exemple, on a plusieurs solutions. On a une solution Veil Cloud, on a aussi une solution Veil pour Microsoft 365. Pour info, notre solution Veil pour Microsoft 365, elle a l'avantage d'être intégrée, invisible dans Microsoft 365. De l'extérieur, on ne peut pas savoir que le client, on sait qu'il utilise Microsoft 365, ça c'est public. Par contre, il est impossible de savoir de l'extérieur que Veil utilise, que le client utilise Veil pour Microsoft 365. Et ça, c'est un sacré avantage, de par cette tendance qu'ont les attaquants à utiliser des rebonds via des logiciels.
Et puis, je ne vais rien vous apprendre, mais on pense aussi que les hackers vont continuer à miser sur l'humain parce que c'est le dernier, c'est un maillon qui est, comment dire, de la chaîne qui est manipulable. Mais ça reste un maillon de la chaîne et le dernier pour bloquer une attaque. Donc, on pense qu'il est important, en tant qu'éditeur de cybersécu, de ne pas se contenter juste de bloquer des attaques, mais aussi de sensibiliser les utilisateurs. Parce qu'au plus ils seront vigilants, au plus on réduira quand même, on réduira la probabilité de se faire attaquer. Il faut utiliser ce dernier maillon comme un rempart supplémentaire. C'est la raison pour laquelle on embarque dans notre produit Veille pour Microsoft 365 un système de formation automatisé qui va proposer aux utilisateurs des quiz de détection de phishing. On va les entraîner à repérer des mails de phishing parmi plusieurs exemples automatiquement, sans que l'administrateur ait besoin de planifier lui-même ses campagnes. Ça va être lancé automatiquement et ça va être surtout customisé en fonction du type de phishing qui vise l'utilisateur. C'est ça qui est intéressant. Voilà, et c'est directement inclus dans nos licences. Donc vraiment, le produit Veil, il est là pour stopper la menace en amont, pour faire aussi l'éducation utilisateur, comme je le disais. Il est là aussi pour remédier des attaques, parce que si une attaque a réussi à passer le premier, on va dire, le premier filtrage qui est fait en amont, parce que le but, c'est de bloquer l'attaque avant qu'elle arrive dans la boîte de réception de l'utilisateur, si elle a réussi à passer cette étape-là, qu'on soit en mesure quand même d'aller la chercher après coup, soit par une action de l'administrateur sur son interface, soit automatiquement aller la récupérer. Et ça, c'est ce qu'on fait par exemple avec Veil pour Microsoft 365. Voilà, donc voilà le feedback qu'on peut faire sur le timing. Il y a beaucoup de choses à dire, on a un timing à respecter. On arrive au bout de ce timing. J'espère que ça vous aura donné des clés, une overview sur les dernières menaces qu'on a identifiées. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur les solutions qu'on propose, n'hésitez pas. On a la solution Veil Cloud, on a la solution Veil pour Microsoft 365 et vous avez la chance d'avoir un de nos meilleurs partenaires ici, un de nos partenaires historiques. Donc n'hésitez pas à les contacter pour en savoir plus. Je te remercie, Simon. Je rebondis juste sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, sur la formation des utilisateurs avec des systèmes de formation. C'est très, très important et j'ai envie de vous faire partager, justement, j'ai préparé un petit PowerPoint, ça va durer 2 minutes. Ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, puisque on a parlé beaucoup d'emails, mais maintenant, ça arrive aussi, alors VED n'est pas sur ce domaine-là, mais il y en a très peu qui sont sur ce domaine-là, sur la partie SMS. Alors, je vous partage juste, est-ce que vous voyez? Voilà. Vous voyez mon écran. Donc, ce que je voulais partager, c'est ce que j'ai reçu moi au mois d'avril, en fait. J'ai reçu un SMS de CPM Santé qui me disait que il me devait une certaine somme. Voilà. J'y ai pas pris un instant vu la somme, puisque c'était plusieurs centaines d'euros. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est très bien fait. Vous voyez l'écran ou pas, non? Mal? Moi, je le vois. Oui, d'accord, ok. C'est que c'est très bien fait parce que du coup, je suis allé un peu plus loin. J'ai dit, tiens, je vais regarder un peu ce qu'il y a derrière. Et puis, du coup, j'ai cliqué sur le lien. Je risquais pas grand-chose. Et puis, bon, on me demande, tiens, un captcha. Bon, tiens, on me demande de recopier. OK. Et puis, on me demande de renseigner des informations, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, tout ça. Bon, OK. Je suis allé jusque-là. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien qui me dit que c'était un site web, en fait. Je suis tombé sur un site web sur mon mobile. Donc, sur le mobile, on voit pas grand-chose. On voit pas l'URL, on voit pas ce genre de choses. Et puis, on me demande quand même mon numéro de carte bleue à la fin pour faire un virement, bien évidemment. Avec aussi ce fameux code à 3 chiffres là, qui est derrière la carte bleue. Voilà. Donc, effectivement, on me demande des informations que j'ai pas données. Je me suis arrêté là quand même. Mais du coup, j'ai rebondi là-dessus et puis j'ai dit, tiens, c'est intéressant quand même ce site assure-santé.org. C'est quand même un lien HTTPS. Tu en parlais tout à l'heure. Avant, on disait que dès qu'on a le petit cadenas là, tout va bien. Bah oui, tout va bien, mais non, parce que là, pour le coup, c'était un site qui essayait de m'extirper des informations. Et puis, alors tu peux aller voir un petit peu, effectivement, c'est ce site web là, enfin, ce nom de domaine a été déposé chez Google.
sans aucune vérification. Donc, on met l'utilisateur en confiance, on le casse un petit peu, on reçoit un SMS. Si on m'avait dit, tiens, on vous doit 80 € ou Amazon me doit 80 € à remboursement, j'aurais peut-être été moins méfiant. Alors, si, quand même, moi, j'aurais été méfiant, mais je serais allé voir un peu derrière. Mais vous voyez, ça passe ce genre d'attaque, très bien faite en français, ça passe quand même, voilà. Donc, toute la formation des utilisateurs. Alors là, pour le coup, j'ai envoyé un mail à Google sur Abuse, parce qu'on peut dire, voilà. Et cette toile est restée là quand même 3 jours, hein, même malgré, enfin, je l'ai détecté tout de suite, j'ai envoyé le mail à Abuse de chez Google, et puis il est resté quand même 3 jours. Donc, ça peut faire du dégât. Donc, la formation utilisateur est très, très importante. On voit les choses quand même qui sont de plus en plus perfectionnées en français et avec des sites qui paraissent légitimes, quoi. Voilà. Donc, c'est ma petite expérience. Ouais, la formation utilisateur, c'est intéressant parce que le canal d'envoi de l'attaque peut être varié. Ça peut arriver par SMS, ça peut arriver par le réseau directement, par une clé USB, par un port firewall qui est ouvert. Voilà, ça peut arriver par de nombreux vecteurs. Donc, former les utilisateurs, c'est toujours intéressant. Toujours, ça amène toujours de la plus-value. Voilà. On a dépassé un peu le timing, mais j'espère que ce soit intéressant. On reste à disposition pour vos questions. Alors, soit vous demandez qu'on développe vos micros par le chat, soit effectivement vous pouvez les poser par le chat, peut-être une question ou un retour, peut-être. Je ne sais pas. Non, pas de questions. Bon. S'il n'y a pas de questions, on va en rester là pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation à ce webinaire. On reste à votre disposition, hein, Simon. Oui, alors ils ne sont pas ton adresse mail, on ne l'a pas mis, mais bon, vous pouvez passer par nous. Vous pouvez passer par Extrémédier, bien évidemment. Si vous voulez une démonstration, Extrémité, Veid sera ravi de vous fournir une démonstration, un POC, ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept. Et on veut mettre en place relativement facilement pour vous avec Extrémité. Voilà. Hop, tout a été dit, parfait. Bon, je suis content. On a été clair, sinon. Super. Surtout toi d'ailleurs, c'est toi qui as beaucoup parlé. Je te remercie de ta participation à cette animation. C'est très intéressant. Merci à tous. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à vous.